Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenido a todas y todos. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cet auditorium de l'Université du Pays Basque pour parler des océans. Les océans, c'est important, donc pas seulement parce qu'ils comprennent 70% de la surface du globe terrestre, mais c'est parce qu'ils représentent un réservoir important de biodiversité et de puits de carbone, mais aussi parce que ça représente un moyen de vivre pour beaucoup de populations. Et c'est aussi important pour tous ceux qui vont devoir subir l'augmentation du niveau de la mer que nous allons affronter dans les prochaines années. Et dans un endroit comme Bilbao, je pense qu'on verra dans 20, 30, 40 ou 50 ans les effets de la hausse du niveau de la mer ici directement. Et donc, le mois de juin dernier, la France a accueilli la conférence des Nations Unies sur les océans. C'était une conférence dont l'objectif était de prendre des mesures pour justement lutter contre le changement climatique, préserver l'océan. Et parmi les mesures qui ont été adoptées, la Commission européenne a adopté un pacte sur les océans avec des investissements de 1 milliard d'euros pour protéger les océans, les réserves marines et la pêche durable. Et donc nous sommes ici à l'Institut, avec la station marine de Plencia et l'Institut français de Bilbao que je représente, pour parler sur ce sujet et expliquer un petit peu tous les défis que représente la protection de l'océan et de la biodiversité marine, notamment à l'échelle du golfe de Gascogne, le golfe de Biscaye, pour parler côté espagnol. Et c'est un sujet qui importe bien sûr des deux côtés de la frontière, parce que beaucoup de gens dépendent de cet océan pour vivre, pour travailler, pour des recherches et pour l'innovation. Voilà, je vais laisser les spécialistes parler et débattre du sujet. J'espère que ça vous intéressera. Voilà, merci à tous et bonne écoute pour cette conférence. Arratsaldeon guztioi. Bueno, benetan nengoz, eskerrik asko. Arratsalde honetan, edo gau honetan ja, horrena etortzeagatik. Ziur nago, itsasorekiko maitasunak mugiarazten zaituztela. Eta ziur nago ere, gaur arratsaldean asko ikasiko dugula itsasoari buruz. Hori espero dugu. Os agradezco muchísimo que hayáis venido en esta tarde-noche y como vamos a estar en petit comité, va a ser como una mesa redonda un poquito más amplia, ¿no? La mar es algo que nosotros, desde luego aquí, como vascos, entendemos como algo muy propio y eso tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, porque normalmente, y seguro que os pasa a vosotros también, aquello que vemos a diario pasa casi desapercibido, ¿no? Y muchas veces tiene que venir alguien de fuera que no lo conozca, que le sorprenda y que lo valore, para que nos demos cuenta, aquellos que lo disfrutamos a diario, del valor que tiene, del inmenso valor que tiene. Y yo creo que, haciendo un poco de autocrítica, quería empezar así. Los vascos somos un poco pecadores en ese sentido, que nos hemos, habiendo sido fundamentalmente la mar la fuente de nuestra riqueza, en un sentido literal y amplio, tenemos un terreno pequeñito en el que solo se cultivan tomates y pimientos, y eso cuando nos trajeron de América, y maíz, y entonces era difícil garantizar la supervivencia. Especialmente cuando el primogénito heredaba el caserío y el resto de la familia pues tenía que buscarse las habichuelas de otra manera. ¿Y dónde se buscaban las habichuelas? Pues en aquel inmenso horizonte azul, que era un misterio, pero que la necesidad convertía en una promesa.
los vascos sentíamos que éramos capaces de construir embarcaciones que atravesasen esas olas terribles y que nos acercasen a la riqueza en general de todo el mundo. Y así llegamos a, yo diría que hace 4 o 5 décadas, en las que de repente los barcos ya no se construían en Europa, los marinos ya no salían de nuestras escuelas náuticas, y los puertos ya no eran sitios en los que uno iba a pasear, los puertos se cerraron. A través de los puertos conocimos el mundo y a sus gentes, y esa cerrazón yo creo que nos hizo darle la espalda, y Bilbao es una prueba de ello, ¿no? Yo tengo la impresión de que durante 40 o 50 años hemos vivido de espaldas a la mar. Y ahora la ciencia nos trae la oportunidad con el Blue Growth, el crecimiento azul, con la Estación Marina de Plencia y el trabajo de hace ya décadas de la UPV, de volver a mirar a la mar, quizá con mayor profundidad y con mayor sentido que nunca. Y nos da oportunidades no solo de conocimiento y de volver a sorprendernos de la maravilla que tenemos frente a nuestra casa, sino de seguir enriqueciéndonos, ¿no? En el mejor de los sentidos, no con avaricia, sino con sostenibilidad. Y por eso a mí me parece que el trabajo que hacéis los científicos es maravilloso, porque nos abre los ojos a todas las oportunidades de garantizar el futuro de nuestros hijos, como titulamos estas jornadas, pero también de seguir maravillándonos por un territorio, una sustancia que está ahí, que desafía como el cosmos, ¿no? Todo nuestro conocimiento. Entonces, bueno, sin más, porque me pongo poético hablando de la mar, y como sé que estoy entre gente que comparte esa pasión, pues me pongo a filosofar. Sin más, vamos a aprovecharnos de estos 3 científicos para satisfacer nuestra curiosidad y también para conocer qué horizonte y qué futuro tiene de verdad la mar y la ciencia de la mar, y con ello, qué futuro nos espera a los humanos. Si me hacéis el favor, podéis subir al potro de tortura ya. Jonan, Colomar y... Bueno, muchas gracias por prestaros a este pequeño suplicio que va a durar poco. Yo siempre digo que los científicos sois gente muy difícil de entrevistar, porque a los periodistas nos gusta la inmediatez. Queremos publicar algo que valga la pena, que despierte la curiosidad de la gente, y cada vez es más difícil. Y a un científico le interrogas durante 1 hora y te habla de cosas apasionantes, pero luego te dice, en los últimos 2 minutos te dice, pero no puedes decir nada, no puedes publicarlo. ¿Por qué? Porque todavía no están cerrados los estudios, porque hay que hacer el análisis por pares, porque luego hay que publicar, porque tal. Digo, bueno, entonces, ¿cuándo puedo publicar? Me dicen, en 3 años o así. Y claro, en 3 años no sé si voy a seguir siendo periodista, ¿no? Entonces, vamos a hablar del Pacto Europeo por los océanos. Y yo os voy a pedir, además, como estamos en petit comité, que seáis un poco osados, que rompáis vuestra prudencia de científicos y que os aventuréis a lanzar algunas hipótesis, aunque ya sé que no os guste. Os voy a pedir en primer lugar que habléis un poco de vosotros, de vuestra, no currículum, pero de vuestra experiencia personal y profesional, de vuestra motivación. Brevemente, Colomán, empieza por ti, por favor. Defínete, ¿cómo te tiraste tú a la mar, al océano? Moi, je suis... Donc, je parle en français, hein. Oui. Je suis de... Ça fait bizarre juste de parler avec quelqu'un.
peux enlever ça quand je parle en fait. Oui. Ouais, je crois que voilà, donc je suis en fait suisse, je ne suis pas français, je suis suisse, de la partie française de la Suisse. Et donc je suis né très très loin de l'océan. Mais j'ai eu la chance de. Bon, je suis pas tout jeune en fait, hein, je suis de la génération vraiment de Cousteau. On me montrait. J'avais pas de télévision quand j'étais petit, mais les émissions que je pouvais aller regarder chez la voisine, c'était les Cousteau en fait. Donc j'ai regardé tous les mardis, je me rappelle. Donc j'étais béni, je suis un enfant de cette période-là. Et puis après, il y a pas mal de Suisses, je ne sais pas pourquoi, qui passent leurs vacances en Bretagne. Donc j'ai fait mes vacances d'enfance en Bretagne. Et donc, et puis après, bon, je ne sais pas, ça c'est moi, je pense que j'ai une espèce de curiosité un peu débordante, et surtout pour tout ce qui est vivant. Et donc j'ai toujours voulu aller voir ce qu'il y avait sous chaque pierre. Enfin, depuis tout petit, mon père me disait que je devais soulever tous les cailloux. Je suis un peu toujours allé comprendre ce qu'il y avait, les frontières du vivant. Et donc quand j'ai vu la mer, la première fois que j'ai mis un masque sous l'eau, ça m'a complètement étonné parce que c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. J'étais scotché la première fois que j'ai mis un masque de plongée pour voir sous l'eau. Donc après, j'ai fait ces vacances en Bretagne, et puis j'ai continué donc, toutes mes études en Suisse, donc très loin de la mer, mais j'ai commencé à faire, j'ai fait des études donc, de biologie cellulaire, moléculaire, de biologie de génétique en Suisse, à l'Université de Genève. Mais après, je suis parti faire un master à Tahiti, quand j'avais 22 ans, et puis après j'ai continué, je suis revenu à Genève, j'ai continué à travailler sur la mer, et puis après je suis allé aux États-Unis pour continuer aussi à travailler sur l'évolution et l'écologie moléculaire de la mer, des organismes marins, des micro-organismes surtout. Puis ensuite, après un passage aux États-Unis, j'étais engagé au CNRS en France, donc le Centre national de la recherche. Donc aujourd'hui, je suis un fonctionnaire comme un policier ou un postier, mais pour éliminer le monde. Et donc je travaille je suis revenu en Bretagne. Donc je suis revenu, en fait, j'ai fait le cercle et je suis revenu en Bretagne de mes vacances. Donc je travaille à Roscoff, qui est au-dessus de Brest, à l'extrême ouest de la France, dans une très belle station de biologie marine sur l'océan, au CNRS. Bueno, Kaixo Danoi, Arratsaldeon. Está bien estar en Petit Comité porque eso nos da la opción de departir con más soltura y con cosas que a veces tienes que medir más lo que digas. Los que me conocen saben que hablo mucho y por lo tanto eso para mí es una oportunidad para hablar. Y respecto a mi presentación, pues yo puedo decir que por casualidad yo nací en una pesquera. Mi abuelo materno era el que hacía las redes para pescar, pero no tiene ninguna otra conexión con la mar, excepto que mi pueblo, que es el siguiente, siguiendo la margen derecha del estuario, pues que yo paseaba y jugaba por el puente de la ría y estaban las marismas pescando anguilas y sapabún. Pero luego mi intención cuando comencé la carrera de biología era ser microbiólogo, no conseguí ninguna opción que me pareciera interesante como microbiólogo y me inspiraron los psicólogos de laboratorio y decidí meterme en biólogo celular, citólogo, histólogo, como lo queráis llamar. Con un interés, me interesaba conocer cómo responden nuestras células, ¿no?, a los cambios en el medio ambiente. Y en esa intención, el instrumento que manejaba era la contaminación. Entonces, mediante el uso de contaminantes, experimentalmente, buscaba cómo responden las células a esos estímulos ambientales. Así que soy una rata de laboratorio que mira por el microscopio cambios a niveles micrométricos y más pequeños. Pero tuve la suerte de que, trabajando en el campo de la contaminación, pues tuve varias experiencias enriquecedoras, un sabático en el Scripps Institution of Oceanography en La Joya, con una persona que llevaba muchos años trabajando en contaminación usando mejillones como indicadores de la contaminación en el medio marino, y toda esa experiencia adquirida se encontró con dos retos importantes hace ya casi 25 años, ¿no? Por un lado,
lado tuvimos el desastre del accidente del vertido del Prestige, en el cual estuve muy implicado en lo que suponía hacer una evaluación de los efectos biológicos desde el punto de vista de un diagnóstico celular y molecular. Y por otro lado, inmediatamente me puso delante el reto de desarrollar un máster internacional en medio ambiente y recursos marinos, que creo que ha sido bastante emblemático. Algunas de las personas que hay aquí han sido ganadores por ese máster y que en este momento pues, es un máster de prestigio a nivel europeo y que lo conoce todo el mundo a nivel mundial, con más de 800 egresados de 85 países de todo el mundo, y a mí me ha servido personalmente para entender de un modo global lo que son los recursos marinos, lo que es el medio ambiente marino. Y con ese reto a la vez, pues tuve un tercer reto que era soñar con que la Universidad del País Vasco podía tener una estación marina experimental a pie de playa, y yo era padre reciente entonces, pasaba mucho por la playa, veía lo que entonces era el Sanatorio Pequeño de Plencia, y como siempre me gustaba hacer frente a los retos, pues convencí a un grupo de gente que hizo posible esto para que hoy tengamos la estación marina de Plencia, que bueno, trabaja precisamente en eso, en intentar conocer cómo es la salud de los océanos, e intentar ver qué pueden proporcionar los océanos para la salud humana. Y todo esto me ha dado algo que cualquiera que me hubiera visto hace 30 años mirando por un microscopio con un biólogo celular diría, Jonan, ¿dónde te has quedado? Porque ahora las cuestiones que planteo son más de globales, problemas, seguimiento, contaminación, macroescala, pero siempre con el punto de vista micro de microscopio. Muchas gracias. Tiffany, tu turno. Bonsoir à tous, donc moi je suis Tiffany Briodot, je suis originaire de France, d'Aquitaine, pareil d'un petit village qui n'est pas proche de la côte, donc je n'ai pas directement en lien avec l'océan, mais c'est marrant parce que dans mon cas, le programme télé dont je me souviens c'est Thalassos. Donc moi c'était mon lien avec l'océan et pareil ce début de curiosité sans fin, on va poser des questions tout le temps et à vouloir essayer de comprendre un petit peu ce qu'est ce monde de l'océan qui est si lointain pour certains au début. Donc j'ai commencé mes études en biologie à Bordeaux et c'est grâce au master que Jonan a présenté que j'ai commencé à étudier les sciences marines. Donc c'est aussi grâce à ça que j'ai découvert le Pays Basque. Je suis venue ici donc étudier à l'Université du Pays Basque. Et ça a dû me plaire parce que je suis restée ici, ça fait plus de 10 ans et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse doctorale donc, justement avec Jonan en tant que directeur et aussi Lisa Gray de la station marine de Plencia. Et maintenant, depuis, je suis donc chercheuse en écotoxicologie marine. Donc ça veut dire qu'on se concentre sur la santé des écosystèmes marins. Ce qui nous intéresse, c'est donc de suivre l'évolution de la santé de ces écosystèmes et d'essayer de comprendre son évolution dans le temps et de comprendre ce qui peut l'affecter, les impacts majeurs qui vont affecter ces écosystèmes. Donc pour aujourd'hui, dans le cadre du ski de golfe de Gascogne, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mes recherches ont impliqué le cas de l'estuaire de Bilbao, l'estuaire aussi du côté français, l'estuaire de la Garonne et l'estuaire de la Gironde et de la Loire. Ce sont donc des lignes de recherche que je suis actuellement. Et voilà, comment expliquer un petit peu, comment s'expliquer Jonan, le centre d'intérêt, donc c'est identifier ce stress général qui affecte l'écosystème, autant le changement des conditions environnementales que la contamination dont on est principal acteur. Muchas gracias a los tres por darnos datos personales y en algún punto íntimos que yo creo que compartimos muchos, ¿no? De los que nos vinculamos no solo con la ciencia, nos vinculamos sentimentalmente con la mar, que es la curiosidad infantil, la televisión también.
Jacques Cousteau, y ya que estamos invitados por el Instituto Francés, hay que decir que aquí tuvo una influencia enorme. Yo escucho su voz en francés por detrás. Siempre que veo la mar y veo criaturas, me imagino al comandante Cousteau y toda su tripulación, como decía, investigando. Pero el problema, yo creo que ahora mismo, y voy a empezar el turno de preguntas, no es tanto lo que todavía no sabéis del océano, sino lo que ya sabéis, y urge que impulse un cambio de actitud y de mentalidad en la sociedad. Es decir, vosotros tenéis ya datos suficientes, habéis recopilado en las últimas décadas datos suficientes para hablarnos de las amenazas reales que afectan al océano, y también tenéis datos de cómo cambiar la tendencia. Empiezo a ser muy preciso con el lenguaje porque decir cambiar la situación y eso es muy complicado, pero cambiar la tendencia, invertir la tendencia y garantizar la pervivencia de los océanos. El tema es que os hagamos caso en la sociedad, la comunicación, y sobre todo que los líderes de opinión, que los políticos, que quienes toman las decisiones y por supuesto la opinión pública sean conscientes. En ese sentido, hablando del Pacto Europeo por los Océanos, que se ha aprobado este verano en Niza, ahí me gustaría que Colombán, que tuviste la suerte, la desgracia de estar ahí presente, nos cuentes, ya que estamos pocos, te pido que seas sincero, tu impresión, porque desde fuera, y por ejemplo desde el periodismo, estamos un poco frustrados de tanto pacto, tanto filmar, tanta fotografía, y luego descubrimos que han pasado 30 años y no se han cumplido los objetivos, y volvemos a aplazar los otros 10 años, y mientras tanto se nos amenaza con hecatombes y catástrofes, ¿no? Entonces, Colombán, tú que estuviste allí, ¿qué impresión has sacado? ¿Que estamos ante la definitiva? ¿Europa se ha puesto las pilas? Oui, donc moi j'étais à Nice, là, mais il y avait deux parties, donc ça c'est déjà un peu bizarre, hein, parce qu'il y avait la partie politique, où il n'y avait pas beaucoup de scientifiques qui étaient invités, je pense. Et puis avant ça, il y avait quelque chose qui s'appelle le One Ocean Science Congress, OOSC. Et donc moi j'ai fait que cette partie-là, en fait. Donc avant que les hommes politiques arrivent, je ne me rappelle plus combien il y avait de chefs de gouvernement. 80, il y en avait beaucoup quand même. Vous avez bien organisé. Avant cette semaine politique, il y avait la semaine scientifique, où il y avait des scientifiques un peu de partout pour parler de l'océan, de tous les sujets. C'était des petites sessions, il y avait des tentes sur le port de Nice. Et puis on parlait des sciences physiques, biologiques, sciences de la vie, mais aussi beaucoup de sciences humaines. Il y avait même un philosophe de l'océan qui était là. Et donc c'était très assez riche, et là c'était sympa parce qu'il y avait vraiment des collègues un peu de... Alors quand on est vieux comme moi, on rencontre des collègues un peu partout. Ce qui est sympa moi je fais vraiment de l'océanographie, et donc j'ai fait beaucoup de missions océanographiques sur des bateaux, j'en ai fait une trentaine, donc je connais vraiment des gens un peu partout. C'est un petit monde et on se retrouvait là chaque année. Il y avait une très bonne ambiance. Maintenant, après, on se perd facilement aussi dans ces réunions parce qu'il y avait beaucoup de choses, donc c'est impossible de tout de suite. Moi, j'y suis allé avec un agenda politique, presque révolutionnaire, je dirais. Pas violent, mais j'organisais en fait 2 sessions. J'ai co-organisé 2 sessions, une qui était sur Tara, sur tout ce qu'on a fait avec le bateau Tara. Donc j'ai beaucoup, quand je suis arrivé en France, j'ai assez vite rencontré les gens. C'est la famille d'Agnès B, en fait. C'est une styliste en France qui fait des habits et des cosmétiques, qui s'appelle Agnès B. Je ne sais pas si elle est connue en Espagne, mais qui et son fils a acheté ce bateau, magnifique bateau à voile. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux pour faire le tour de l'océan. Et donc on a acquis un jeu de données exceptionnel de l'océan global. Donc on a organisé une session où il y avait des chefs de mission de toutes les expéditions Tara, depuis que Tara a été mis sur la glace.
la première fois qu'il a été très connu, le bateau, c'est qu'on l'a posé sur la glace et qu'il a dérivé sur le pôle Nord. Donc il y avait tous les scientifiques de cette première expédition, c'était Tara Arctique. La dernière, c'était Tara Europa que j'ai dirigé. Il est passé à Bilbao en juin. Et donc, il y avait c'était la première fois qu'il y avait tous les chefs de mission de Tara Europa, Tara Océan, Tara Pacifique, Tara Microplastique. Donc, c'était super. Et puis après, j'ai organisé une autre session où en fait, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, on aura peut-être l'occasion de plus en parler, c'est que je crois beaucoup qu'il faut avoir, aujourd'hui on a un moment où on peut avoir des instruments pas très chers qui mesurent la vie dans l'eau, la vie dans l'océan. Et on peut commencer à donner ces instruments en fait à ce que j'appelle les citizens, pas les gens de la city, pas les citizens, mais les citizens, C-S-E-A, et qui sont en fait tous les gens qui sont connectés à la mer, qui ont un intérêt de commencer à mesurer la vie dans la mer. Et donc là, il y a pas mal de projets qui commencent à voir ça, qu'on peut commencer à mettre des instruments pour mesurer la mer vivante de manière pas très chère et surtout très collaborative. Et donc je crois beaucoup que, enfin, plus que la politique, parfois plus que les mots et les... je crois que c'est prendre de la mesure en fait des choses, prendre la température de la santé de l'océan. On peut le faire maintenant collectivement grâce à une nouvelle génération d'instruments et des données très ouvertes. Et ça, je pense que ça peut faire changer les choses. Donc, je crois beaucoup à ça, donc là, moi, je suis un combattant de cette nouvelle science frugale, collaborative. Donc j'étais là pour pousser ces deux agendas, beaucoup. Et puis après, je suis parti avant la semaine politique. Donc après, donc, il y a eu ce pacte de l'océan, mais qui, à mon avis, est c'est un document avec, qui dit que des choses qui sont bien, hein, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens derrière. Il n'y a aucune notion de jeu. Ce n'est pas un document légal, en fait, hein, c'est juste des paroles, une marche à suivre. Donc je suis parti avant la politique. Bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Por una, como se le ocurre. Mais cela dit, il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne atmosphère, et puis c'était quand même très bien d'avoir fait cette partie scientifique. J'espère qu'il y a aussi des scientifiques qui sont vraiment restés au niveau des politiques, et puis qui ont pu vraiment les informer. Hablando de la mar, del océano, durante muchísimo tiempo el ser humano lo ha visto como una especie de barrera, ¿no? Llegaba al final de la costa o a la playa y ahí había un territorio desconocido, muy peligroso, con mucha fuerza, que nos impedía pasar, ¿no? Sin embargo, había un grupo de humanos que lo veía como un camino y ahí empezamos a separarnos entre los humanos que ven la mar como una oportunidad y los humanos que lo veían como una frontera, ¿no? Y en este lado estamos todos los que lo vemos como una oportunidad, no como una barrera, pero sin embargo los otros humanos también votan y consumen y contaminan, bueno, todos contaminamos. Y a ellos hay que llegar también, ¿no? Y decía Cousteau que solo se protege aquello que se ama y solo se ama aquello que se conoce. Entonces hay que difundir. Desde ese punto de vista, Jonan, ¿cómo le contarías a alguien que no tiene ni idea de la mar, ni de su biología, ni de la forma de su ecosistema, de su física, que la mar es importante también para la propia existencia del ser humano y de esa persona? ¿Cómo le convencerías de que hay que actuar para protegerla si quiere garantizar un océano para sus hijos? Una cuestión que me gusta decir siempre es que nunca se convence con razones sino con sentimientos. Y entonces hay que hacer a la gente sentir. Y hacer a la gente sentir es que se sienta parte y que sienta que lo que vaya a ser es para disfrutar y es bueno para ellos, no como lo contrario. Entonces, en ese sentido, la primera idea es
que no es que la mar esté allí, la tierra esté aquí y nosotros en medio. La primera idea es que somos parte del océano. El océano empieza en la punta del monte y acaba en los mares profundos. Todo está conectado. Cualquier cosa que hagas, y nosotros somos un 86% de agua salada marina. Quiere decir que desde un punto de vista analítico somos agua, también somos océano y venimos del océano. Entonces, si detectamos que hay algún tipo de problema como el que vemos que hay y queremos buscar soluciones, tienen que ser soluciones que nos impliquen y que sean beneficiosas para nosotros mismos como parte de ese todo. Se puede poner una imagen, ¿no? Y es una imagen de lo que está ocurriendo actualmente. Lo que ocurre es que en los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial sobre todo, pues como especie hemos sido muy exitosos, hemos descubierto la gran cantidad de recursos que tiene este planeta océano, esta tierra donde vivimos, y en esa cantidad de recursos además hemos desarrollado tecnologías que nos permiten aparentemente valernos de ellos de una manera masiva. Eso quiere decir que probablemente estemos en una situación que se suele dar de los nuevos ricos que después de pasar penurias y hambre están en una situación de bienestar y entonces digamos que pierden la medida de lo que es bueno para ellos, pierden la medida de lo que es bueno para que las cosas sigan siendo buenas para ellos. Nosotros muchas veces solemos ir a un hotel de playa y en el hotel de playa hay buffets y cuando llegamos al buffet, el hotel de playa tiene un presupuesto limitado, no puedes tener todo lo que quieras y el buffet es acorde a ese presupuesto. Tenemos que reconocer, creo que todos reconoceremos, que intentamos en los primeros días sobre todo probar de todo, llenar el plato con todo, coger las croquetas, las albóndigas, los langostinos, el tomate, todo. Y al final la mitad se queda en el plato. Y además, como hay muchas cosas, las cosas que hay no son de demasiada calidad. Hay mucha cantidad y poca calidad. E incluso, como al final nos sentimos con indigestión, tampoco disfrutamos de lo que del después, ni disfrutamos del momento porque en lugar de ser gourmet y descubrir todos esos sabores y esos placeres, nos dedicamos a llenarnos, a comer y a comer. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene dos consecuencias. Por un lado, el buffet cada vez es peor, porque cada vez necesitas tener más comida en el buffet para que la gente del hotel esté contenta. Y por otro lado, tú tienes que dar más indigestiones. Entonces, digamos que es una pescadilla que se muerde la cola. Y es un bucle del que hay que salir. Pero hay que salir con la vista puesta en hacerlo mucho mejor para nosotros mismos. Si cambiamos el chip, y eso pasa cuando se pasa la fase de nuevos ricos en los países en desarrollo, y más por la gente, no digo por los países, el sentimiento, una posguerra, lo que fuera, y cuando empiezas a ser mucho más selectivo a la hora de lo que eliges. Entonces en tu buffet comes aquellas cosas que realmente disfrutas como gourmet y saboreas. Y cuando las saboreas, no comes tanto, no hay residuos. Luego se ajusta mucho más lo que hay en la mesa del buffet a lo que es tu sensación de disfrutar. Y eso tiene dos consecuencias. Por un lado, pues disfrutas más porque llenándote con indigestiones al final no disfrutas. Mientras que saboreando delicatessen, pues disfrutas mucho más. Pero además, el buffet mejora, porque cuanto más delicatessen comas, más exigente vas a ser, pero tampoco vas a tener un suplemento masivo de comida, por lo tanto se puede cuidar mucho más y empezar a comer cosas de mucho más calidad. Es bueno para el buffet y es bueno para nosotros. Lo mismo pasa con el planeta y con la Tierra y el océano. Si aprendemos a disfrutar de los recursos y a ser selectivos, vamos a ser mucho más felices y disfrutar mucho más que si nos dedicamos a arrasar con todos con la mera satisfacción de llenarnos y luego tomar Almax o Alcacelser, lo que se tome para las indigestiones. Entonces, ese tipo de sentimiento que puedes transmitir para que el ciudadano o la ciudadanía se dé cuenta de que esto solo es para bien y lo contrario solo es para mal de todos. Lo contrario es lo que tenemos ahora. Nos quedamos con el buffet gourmet. Entre otras cosas porque no hay opción, no se puede hacer otra cosa. ¿Y por qué es mejor? Y porque es mejor, pero no hay otra opción. Tiffany,
quiero preguntar, porque durante mucho tiempo hemos sentido, o teníamos la esperanza de que las generaciones que venían por delante iban a dar un salto cualitativo en la defensa del medio ambiente, en el compromiso, nos iban a poner las pilas a todos los que veníamos por delante y nos ibais a obligar a tomar decisiones valientes y no sé si fuimos demasiado optimistas o no, o nos quedamos cortos. El caso es que las generaciones futuras son presente ya. Tú eres una investigadora joven que ya tienes experiencia, pero estás, digamos, al arranque, ¿no?, de tu carrera como investigadora. ¿Y cómo ves vuestro papel, vuestro rol como investigadores y también de las generaciones que vienen? Uno tiene no quiero ser pesimista, pero tiene la impresión como que parece que, sobre todo últimamente, en los últimos meses casi, como que ya no está de moda la protección del medio, que queda mal hablar de las amenazas al medio ambiente, especialmente a la mar. Oui, d'accord, très bonne question. Je pense, alors j'ai pas eu cette sensation de désintérêt ou que ce soit pas la mode de parler du changement climatique. J'ai l'impression que en règle générale dans la société, les générations à venir sont très impliquées et sont très investies dans leur impact sur la planète en général, pas seulement l'océan, mais notamment l'océan. Je pense que si on parle par exemple des générations à venir, donc les jeunes étudiants ou les jeunes adolescents même d'abord, donc qui seront les scientifiques du futur, éventuellement, je pense que si je compare avec mes années d'adolescence, je pense qu'ils sont beaucoup plus conscients de l'impact qu'on peut avoir sur le milieu, ils sont beaucoup plus inquiets de la qualité de notre entourage, de notre écosystème et des effets de nos activités. Au point où je pense qu'on crée presque une anxiété sur ces nouvelles générations où je vois des jeunes adultes qui commencent à repenser un petit peu des décisions personnelles selon leur impact sur l'environnement, à repenser que notre place en tant qu'humain dans cet écosystème est presque dangereuse et donc repenser tout ce qu'on fait. Donc, d'une part, et les jeunes chercheurs sont encore plus conscients, bien évidemment, parce qu'ils vont avoir décidé d'étudier, comme c'est mon cas des sciences marines par exemple. Donc cette conscience sera encore plus extrême, bien sûr, encore plus présente. Donc d'une part, cette conscience et cette prise de conscience est plus en plus présente et plus positive. Donc ça, c'est très important parce qu'on doit commencer par là. S'assurer que la société est consciente de ce qui se passe et comprenne, comme tu as dit, si on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça commence par une prise de conscience et ça, je le vois dans les nouvelles générations. Je pense que par exemple, même moi, je considère qu'il y a déjà une différence entre ma génération et les générations à venir, dans le sens où, par exemple, le changement climatique, quand j'étais adolescente, je me souviens qu'on parlait déjà du changement climatique, c'était déjà un sujet important, mais c'était la fonte de la banquise, les ours polaires, le trou dans la couche d'ozone, c'était des choses très éloignées, c'était des exemples très difficiles à imaginer, difficiles à visualiser pour nous. Donc ça existait, on en parlait, mais tout le monde pensait que bon, c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien, donc c'était pas une réalité. De nos jours, malheureusement, c'est obligé d'être une réalité parce qu'on voit des effets concrets, on voit des effets au quotidien. Donc je pense que la société est beaucoup plus obligée de faire face à ces effets. Donc c'est une prise de conscience un petit peu forcée. Et pour ce qui est des scientifiques, des jeunes scientifiques, je pense je vois en tout cas dans mon entourage une génération très motivée, mais j'ai déjà été alarmée par plusieurs cas qui demandent à ne pas tomber dans une pression, à créer une pression, c'est-à-dire qu'une sensation que les générations précédentes, comme tu as expliqué, s'attendent à ce que les générations à venir trouvent la solution. On vous a laissé une planète qui n'était peut-être pas dans le meilleur des états, mais c'est à vous de trouver, vous allez réparer, puis c'est à vous
c'est à vous de solutionner un petit peu le problème. Alors même si les intentions sont les bonnes, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas créer cette pression qui pourrait avoir un effet néfaste, un effet contraire, alors que, oui, je pense qu'on est une génération motivée et optimiste, et j'espère, malgré le contexte actuel, je pense qu'il y a encore de l'optimisme et de l'espoir. J'espère. Muy bien. Colombán, a nivel global, tú que eres un expedicionario, a nivel global, claro, vivimos, aunque vivimos en el mismo planeta, vivimos realidades muy diferentes en el sudeste asiático que en Europa occidental, o que en los Estados Unidos, o que en un atolón del Pacífico. Y hablamos a nivel global y general, pero las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Y sin embargo, hay que tomar medidas generales y globales. No sé, ¿cómo se casa esto? A mí me parece que es uno de los grandes desafíos, ¿no? de la acción por el océano. El tratar de compatibilizar pues el supuesto freno o el volver a ser gourmets que decía Jonan, con el hecho de que hay países que quieren desarrollarse, que quieren lo que nosotros tenemos y quieren seguir en esa carrera de voracidad, ¿no? ¿Cuál es el desafío global? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu Plus fort? doucement? Pas trop fort, doucement. Ah, plus doucement? Oui, s'il vous plaît. C'est très difficile pour moi. Je vais essayer. Je suis un Suisse un peu bizarre. Je comprends bien, mais parfois, il y a des mots que je Okay. arrive à comprendre. Merci. Je vais essayer. Merci. Ben, je crois, non, c'est sûr que c'est ça le... Mais je crois qu'en fait, c'est la plus grande leçon que peut nous apporter l'océan. Parce que la magie de l'océan... Moi, j'étudie donc la vie... Vous savez, il y a eu ces images, il y a 25 ans, de la couleur de l'océan par la NASA. Donc ça a été... Moi, j'ai fait ma thèse, en fait, il y a en 2000, j'ai fait ma thèse, il y a 25 ans. Et c'était juste quand il y avait ces premiers satellites qui se sont éloignés de la Terre et qui ont pris la couleur de la Terre, en fait, de l'océan. Et c'était vraiment un choc parce qu'on a vu que l'océan n'était pas bleu, il était aussi très vert. En fait, il y avait toutes ces taches vertes qui étaient dynamiques et c'est avec ça qu'on a pu calculer que l'océan produisait autant de matière organique que toute la Terre et produisait la moitié de l'oxygène sur la planète. Donc ça, c'était dans les années 2000. On a pu calculer ça. Donc c'était un énorme choc, parce que c'est une vie qu'on ne voit pas en plus. Dans chaque litre de mer, il y a entre 10 et 100 milliards. Dans un litre de mer, c'est 10 à 100 milliards de particules vivantes, y compris les virus. Donc c'est bourré de vie. Mais donc là, je pense que la leçon de l'océan, c'est qu'il n'y a que de la vie et de l'eau. Mais l'eau, c'est un fluide qui est extrêmement dynamique. Et donc cette vie, elle est portée, elle traverse les frontières, et puis elle se mélange aussi. Et en fait, dans chaque endroit de l'océan, il y a non seulement beaucoup d'organismes, mais il y a aussi tout l'arbre du vivant, tout l'arbre de la vie, partout. Et donc dans un seau d'eau de mer, il y aura des bactéries, des virus, des petites cellules très complexes qu'on appelle des protistes, et des animaux. Donc il y a tout un écosystème avec de l'eau. C'est que de l'eau et de la vie. Et cette vie se balade sans frontières, comme des romanichels, et en plus se mélange. Donc c'est des immigrants, c'est tout petit, c'est les migrants par excellence. Et donc en fait l'océan a déjà appris la globalisation. Depuis 4 milliards d'années, il vit à l'échelle globale, il connaît les règles de la globalisation, il a fait tout un système qui marche à l'échelle globale. Et ça, je pense, donc pour moi, c'est vraiment le monde le plus différent de nous, parce que déjà, bon, c'est très différent, on n'entend rien sous l'eau, c'est un monde très étranger, mais en plus, c'est un monde qui fait en fait ce dont on rêve depuis pas mal de temps. On a envie de devenir global, on a fait cette économie, on a fait l'Internet, mais on n'arrive pas à gérer quand même les flux d'énergie sur la planète. L'océan, il sait faire ça. Donc je pense que c'est une claque.
Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, donc pour comprendre la globalisation, il faut vraiment comprendre comment cet océan marche. Mais c'est très compliqué de faire passer ces concepts, en effet, régionalement. C'est un énorme challenge. Mais je pense que c'est là, grâce à l'océan, qu'on va et c'est pour ça que bon, ça fait du sens quand même de parler de Ocean Health, parce que c'est vrai que c'est un espèce de tout gigantesque, extrêmement interconnecté. Les organismes ne font rien sans les autres. Et donc il y a vraiment cette espèce d'unité extraordinaire dans l'océan. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. No espero una respuesta categórica, porque sé que el desafío es demasiado importante como para tener una solución que tú puedas resumir aquí en 2 minutos, ¿no? Pero está claro que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Los seres humanos. Y no sé si alguna vez en nuestra historia eso ha ocurrido, ¿no? Quizá tú, desde tu punto de vista personal, que has dirigido expediciones multinacionales y has recorrido el mundo, sí puedes trazarnos un dibujo, aunque sea muy esquemático, de si eso va a ser posible o no, si hemos avanzado en ello o no, con sinceridad. Je crois que je crois que naturellement, quand même, les humains sont quand même très sensibles à l'océan. Parce que déjà, on aime tous prendre des bains de mer. Je crois qu'il y a ce côté qu'on est de la flotte de mer, hein. On est des morceaux d'océan qui marchent. Et puis, donc, en fait, quand on retourne dans l'eau, on sent tous cette espèce de retour. Je ne sais pas si c'est aussi peut-être dû aussi à notre première vie océanique dans le monde. Mais il y a ce côté très, très rassurant de l'océan. Et puis après, moi, je crois qu'il faut commencer à montrer. Alors, une des choses que j'essaie beaucoup de développer, c'est qu'on a fait un tout petit microscope très, très ludique, très facile, très, très sympa, qui s'appelle le Curiosity Microscope. On est en train de mettre un peu partout dans les écoles et juste de voir, en fait, que l'eau est bourrée de vie. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des milliards d'organismes dans un litre. Et ça, on peut très facilement le voir, en fait. Et je pense que ça, c'est très important, en fait, de montrer très jeunes aux enfants que l'eau est complètement vivante. Donc, à mon avis, ça c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire dans les programmes scolaires, c'est de montrer que l'océan est la vie. Et le montrer, et le remontrer pour l'apprendre. On a vu dans les films de Cousteau, par exemple, ils nous ont beaucoup. Il n'y avait que des gros organismes très charismatiques, des dauphins, des baleines. En fait, l'océan, c'est resté très, très longtemps un monde avec ces beaux organismes qu'on aime bien. Ce que peu de gens réalisent, en fait, c'est à quel point il y a un microbiome. En fait, on est juste à l'entrée de cette nouvelle jungle. Alors, ce qui est un peu terrifiant, c'est que nous, on ne la connaît pas du tout encore, ces microbiomes. Mais ces microbiomes, cette vie invisible dans l'océan, elle a habité l'océan, elle a habité toute la Terre, en fait. 80% de l'histoire de la Terre, il n'y avait rien à voir sur la Terre. Il n'y avait que des organismes qui ont fait tous les grands cycles biogéochimiques, qui ont commencé qui ont oxygéné l'atmosphère. Donc ce microbiome, en fait, c'est la jungle essentielle qui a permis après aux plantes et aux animaux de vivre. Donc on dépend complètement de ce monde-là. Et ce monde-là, il est assez facile à découvrir, en fait. Parce qu'avec un bon microscope, aujourd'hui, il y a de quoi faire. C'est beaucoup plus intéressant qu'un jeu Nintendo. Moi, j'ai 3 petits garçons. Et je vois, en fait, où on donne ces petits microscopes aussi sur les gens qui font de la voile, qui font des voyages à la voile, qui ont des enfants. Et les enfants adorent ça, en fait. Il y a plein de formes, ça bouge dans tous les sens, c'est très vivant. Et donc ça, je pense que c'est un espoir pour commencer à rencontrer ce mouvement. Moi, je suis très optimiste sur l'avenir parce qu'en fait, on est à l'entrée de ces nouvelles jungles. Hein, donc, ça, on pourra en parler peut-être après, mais en fait, on ne les connaît pas du tout, quoi. Nous, les scientifiques, on est complètement perdus. Donc, je pense qu'on parlera après peut-être de la connaissance aussi de l'océan scientifique. Mais on est vraiment à l'entrée d'un monde. Donc là, il y a 60 ans devant nous qui sont de la pure découverte,
comme les grands explorateurs qui entraient dans la forêt amazonienne, mais il faut des outils. Mais tout le monde peut le faire. Et puis il faut qu'on en mette le monde à voir ces microbiomes marins. Donc là, je crois qu'il y a un vrai espoir. C'est un monde très riche, très beau, et qui va nous apporter plein de solutions. Et puis qu'on ne connaît pas du tout encore, il y a tout un pan en fait, du vivant à rencontrer, et qui est très facile à rencontrer dans la mer. Donc je pense que ça peut beaucoup aider à voir qu'on partage un bien commun. No sé, a veces el miedo que tenemos quienes, no ya desde la ciencia, sino desde otros campos de la actividad profesional o desde la simple pasión por el mar, ¿no? Deportiva, es que a los científicos os fascine tanto vuestro trabajo y la magia de ese universo en el que estáis sumergidos y trabajando a diario, que no ejerzáis la suficiente presión, y sé que no os gusta esto que estoy haciendo, de echaros esa responsabilidad, pero no pensáis, y esta pregunta va para a los dos, a Tiffany y a Jonah, ¿no pensáis que hoy en día, con el estado de la cuestión, a esa pasión que nos describe Colomban, y de hecho ha surgido un movimiento, ¿no?, de científicos activistas a los que se están encarcelando, que se están manifestando, escribiendo manifiestos, iba a decir casi políticos, pero sí, casi políticos? ¿No creéis que esa frontera se ha roto, si alguna vez existió? Porque los científicos os colgaban de los pies y os quemaban por vuestras ideas hace bien poco, ¿no? Se ha roto definitivamente y ahora los científicos sois también activistas o debéis serlo. ¿Cómo veis esa? Para nada, esto os horroriza eso. ¿Cómo lo veis? Tiffany y luego yo. Je pense qu'il y a... C'est intéressant comme point de vue, j'aurais pas vu comme ça, mais justement ça prouve que peut-être que le point de vue qu'on a du côté scientifique, c'est peut-être une mauvaise définition, une mauvaise image qu'on a. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je note, c'est que je remarque. Très souvent, on a ce stéréotype du savant fou enfermé dans son laboratoire, qui garde ses résultats pour lui, qui ne voit jamais le monde extérieur, qui passe sa vie dans le laboratoire. O en su barco. Voilà, encore plus isolé, oui. Et qui du coup qui évite cette communication avec le reste de la société. Donc, d'une part, donc c'est intéressant justement cette question parce qu'il faut arrêter de penser qu'il y a les scientifiques et la société. Les scientifiques font partie de cette société. C'est à notre devoir justement de s'assurer qu'on continue de faire partie de cette société et par partie, je veux dire qu'on communique avec le reste de la société. Peut-être qu'on est très passionné sur nos recherches et effectivement on pourrait passer des heures seuls à un microscope dans le noir et sans voir personne, sans parler à personne, oui. Mais nos résultats scientifiques ne sont rien si on ne communique pas au reste, s'ils n'apportent pas justement des activités derrière, justement un message fort, un message à la société qui peut ensuite amener des messages politiques, effectivement. Est-ce qu'on est peut-être devenu plus tranquille? Est-ce que c'est peut-être la question que vous avez, l'inquiétude que vous avez? C'est vrai que peut-être que la science se dirige vers un système qui est beaucoup plus cadré, où on dépend tellement du type de recherche qu'on peut faire, du type de financement qu'on a, que du coup, est-ce qu'on n'a peut-être plus autant de place pour l'activisme? En tout cas, peut-être dans ma génération, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change, mais vu le contexte actuel, c'est quelque chose qui doit changer et il faut des activités, il faut des actions. Je pense qu'il faut ce lien avec la société et plus encore, à mon avis. Yo discrepar. Yo creo que
profesionales, nuestra labor científica tiene que estar exenta de cualquier activismo. Labor científica. Como personas tenemos que ser activistas, pero valiéndonos de que somos activistas, el activismo que podemos practicar tiene valor añadido de que es el activismo que puede aplicar a otros ciudadanos. Entonces, podemos valorar nuestra experiencia como científicos académicos para hacer un activismo que tenga un nivel de influencia distinto y una repercusión distinta. O sea, no se trata tanto de una militancia y por supuesto, para mí lo que es la línea roja es que el activismo no puede condicionar nuestra labor científica en sentido contrario, porque entonces perderíamos algo que es imprescindible, que es la objetividad y la libertad de investigar. Otra cosa es que con lo que aprendemos, con la convención que adquirimos, con el nivel de conocimiento, seamos capaces de desarrollar actividades, o activismo, como se quiera decir, que sirvan para concienciación de la ciudadanía, para promover respuestas de quien tiene que actuar o quien puede actuar. Incluso en la historia, como decías, hay muchos ejemplos, se quemaban a los científicos, entre comillas, ¿no? Pero también se han valido argumentos científicos para doctrinas peligrosas que han condicionado políticamente el mundo. Entonces, las barreras para mí no son, o sea, son muy claras, en el sentido de que como persona soy un activista privilegiado, porque cuento con el trasfondo científico y el conocimiento, y eso me da oportunidades que otros no tendrían. Puedo influir mucho más que a otros niveles a los que un ciudadano de otras características no podría, pero en el sentido contrario, no puedo hacer una ciencia activista. La ciencia es ciencia, esa es mi opinión personal. Porque si no, dejaría de serlo y perdería valor y dejaría de darme fuerza para tener un activismo ambiental, de sostenibilidad. Un tema interesante, ¿eh? Sí. Colomán, volvemos a ti. Es que siento mucha envidia, a mí me encanta navegar, la verdad. Cuando yo era niño, llevaba en la carpeta Benza New Zealand de Peter Blake. Y luego tuve la suerte de entrevistar a la familia, a la viuda y al hijo de Peter Blake aquí. Entonces tengo mucha envidia, paso mucha envidia de alguien que su trabajo es navegar por el mundo investigando y descubriendo la magia del océano y contándolo. Entonces, pero a la vez sois testigos de primera línea de los cambios, de las alteraciones, de la destrucción, a veces, ¿no? De la contaminación y bueno, ahí se os supone la frialdad del científico que es capaz de no sé cómo lo hacéis, de por un lado apasionar y dedicarse su vida a la investigación y por el otro tratar de, con frialdad, de amarrarse a los hechos y trazar hipótesis. Y yo te voy a pedir que nos hagas una especie de proyección hacia el futuro con tu ojo privilegiado de alguien que ha recorrido el mundo investigando en un velero y que nos digas si va a cambiar mucho, si ya estamos viendo que está cambiando, pero ¿qué cambios fundamentales así a nivel macroscópico va a haber en el océano que hereden nuestros hijos? Esas tendencias que están observando ya, va a ser algo a nivel de un cambio, una hecatombe, va a ser algo progresivo a lo que nos vayamos adaptando. No sé ni siquiera si te lo has planteado esto. La culpa es de Ivonne, que me planteó que os hiciese esta pregunta. Faut pas avoir une vision trop romantique. Maintenant, aujourd'hui, je fais surtout voyager les jeunes sur le bateau. Et moi, j'ai des enfants à la maison. Mais en fait, bon, le truc, c'est qu'on a beau voyager. Je pense que les gens qui sont vraiment sur l'océan, qui font du bateau, de la course, des coureurs à voile, voilà, le Vendée Globe,
eux, je pense qu'ils voient vraiment, il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur l'océan, ils doivent voir des choses. D'ailleurs, ce serait intéressant de, je ne sais pas si ça a été fait, d'interroger les gens qui sont vraiment tout le temps en mer sur leur impression du changement. Je ne sais pas si ça a été fait. Donc, pour ma part, bon, je trouve qu'on travaille plus avec des données, mais c'est vrai que je m'intéresse vraiment à la... En fait, il y a un champ qui est en train d'émerger aujourd'hui qui s'appelle la biologie planétaire. Et c'est assez intéressant. Il y a plusieurs instituts des grandes universités qui ouvrent des départements de biologie planétaire. Ce qui est génial, ce qui est très bien. Avant, cette science planétaire, c'était surtout la géologie, la chimie, la physique. Et ça y est, maintenant, il y a une nouvelle science qui est en train d'émerger qui s'appelle la biologie planétaire. Et donc, moi, je suis un fanat de ça. Et donc, en fait, bon, oui, on voit des changements. Par exemple, bon, je vous parlais des satellites, ça c'est très important, parce que les satellites, comme ils tournent autour de la Terre, ils ont vraiment la vision globale. Ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a sur la Terre assez mal, de mieux en mieux, mais surtout, ils peuvent voir les changements. Et par exemple, là, il y a eu des données très solides qui ont montré que l'océan changeait de couleur. Il change de couleur, et donc ça, c'est quand même assez important. On va laisser l'océan avec une couleur différente à nos enfants. Et il sera moins vert, en fait. Donc il y a une baisse de la chlorophylle, donc une baisse de la productivité de l'océan, qui a été vraiment démontrée là. Donc, sinon, ce qu'on a vu dans Tara, on a fait une grande expédition plancton autour du monde, on a commencé à voir que dans le plancton, vous savez, dans l'océan, en fait, c'est intéressant parce que la pyramide de la vie, vous savez, sur la Terre, on pense souvent que la pyramide, il y a les arbres qui sont en bas, qui restent très lourds, et puis après, elle fait comme ça. Et donc il y a beaucoup d'arbres et peu de top predators, enfin des animaux. Et dans l'océan, la pyramide elle peut être inversée. Donc les organismes qui font la vie, la photosynthèse, c'est unicellulaire. Ils se reproduisent très vite et la matière, en fait, les organismes verts pèsent pas lourd. À un moment donné, donc la pyramide est inversée. Et là, on a vu que cette pyramide pouvait s'inverser encore plus. Et que l'océan devient de plus en plus gélatineux. Donc il y a beaucoup d'organismes style méduses. Donc c'est pas très agréable en fait comme océan. Les organismes deviennent plus petits dans les microbes. Et donc il y a ces méduses en fait qui sont des filtreurs, qui filtrent le plancton, qui commencent à être au paradis. Et donc on aura de plus en plus de méduses et d'organismes gélatineux dans les grandes parties de l'océan. Ce qui est pas très intéressant. Puis bon, en plus de ça, c'est un domaine que je connais moins, mais c'est sûr qu'il y a la pêche industrielle. Donc ces bateaux de pêche, là, c'est cool. Avec Tara, on a vu au large de l'Argentine, il y a des villes entières de bateaux, beaucoup chinois, qui s'installent au large de Buenos Aires. Moi, c'était vraiment choquant. Ça éclaire plus encore que tout Buenos Aires. Et ils sont là, et ils restent là, en fait. Ils sont là-bas. Ils sont juste à la frontière de la zone économique et ils pêchent tout ce qu'ils peuvent pêcher. Et donc ça c'est terrible parce que pendant longtemps on a cru que l'océan produisait de la vie. En fait, je pense qu'on voyait pas qu'il y avait de plantes, mais on voyait des animaux. Il y avait plein de poissons et il n'y avait pas de plantes. Donc on pensait que c'était de la magie. En fait, l'océan produisait autant de poissons qu'on ne savait pas d'où ils venaient. Donc il y avait l'ordre du miracle. Une espèce de source infinie de protéines, de vie. Et en fait, on a quand même, on a massacré beaucoup de gros prédateurs. Donc il y a le changement climatique, je pense, qui fait changer très vite tout ce microbiome qu'on ne connaît pas encore bien. Mais donc le changement climatique, c'est essentiellement le gaz carbonique qu'on a brûlé. Aujourd'hui, on brûle, faut se rendre compte qu'on brûle, vous voyez ce que c'est un baril de pétrole, c'est assez gros. On brûle une ceinture de barils autour de la Terre, tous les jours. Tous les jours, on brûle une ceinture de barils de pétrole. C'est énorme. Et c'est comme, je me rappelle plus, c'est comme des millions de volcans en activité. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Terre. Autant de gaz carbonique. Donc le changement, il n'est pas énorme de gaz carbonique, mais très très rapide. Donc les changements de l'océan sont beaucoup plus rapides que sur la Terre. Parce que sur la Terre, les choses sont assez stables, tandis que l'océan justement est très sensible à la physique. S'il y a des différentes chaleurs, il y a les courants qui peuvent très vite s'inverser, le Gulf Stream se ralentit.
Donc en fait, les impacts, malheureusement, on les voit mal, même nous les scientifiques, on les voit mal parce que c'est extrêmement grand et c'est très difficile à mesurer. Mais oui, on va laisser un océan quand même beaucoup plus changé que les écosystèmes terrestres, où on voit déjà des changements. Ese es el buffet masivo. Os voy a pedir que Jonan y Tiffany, que si queréis responder a esta pregunta o que entremos en un debate abierto, si queréis introducir algo sobre lo que ha dicho Colomán o que os parece interesante. Porque tú, Tiffany, por ejemplo, te dedicas a investigar sobre biomarcadores tempranos, digamos que son alarmas que se encienden en cuanto empieza a aparecer un poco de humo, ¿no? Y desde tu punto de vista, que trabajas precisamente en dotarnos de herramientas para poder conocer, no sé si cambiar, ¿no? El daño que hacemos a nuestro océano, ¿qué expectativas tienes respecto a lo que ves a diario y a lo que le está pasando a la mar? ¿Cuál es tu opinión? Je suis d'accord, effectivement, l'océan va changer, l'océan change continuellement. L'océan que les générations à venir auront sera différent. Alors, bon, d'abord, que l'océan change, c'est une chose naturelle. L'évolution, le changement n'est pas forcément quelque chose dont on devrait avoir peur, mais comme Colomban l'a expliqué, le problème c'est que dû aux activités anthropogéniques, on a accéléré ce changement et on emmène vraiment la condition à l'extrême, les conditions extrêmes. On le voit, on a des tempêtes de plus en plus extrêmes, les changements des courants océaniques, c'est des ampleurs immenses. Donc on accélère tout et c'est vraiment, oui, tout très rapidement. Tout arrive très rapidement, donc ça ne donne pas le temps aux écosystèmes à suivre ce changement et à se réadapter. Parce qu'un écosystème sain, normalement, est un écosystème divers qui est capable de suivre les changements des conditions environnementales, qui est capable de justement d'évoluer. Et on empêche cette évolution en quelque sorte. Par rapport à ma recherche, effectivement, comme tu l'as expliqué, l'idée un de nos objectifs principaux, c'est d'essayer de détecter des effets sur la santé des écosystèmes le plus tôt possible. Donc, au lieu d'attendre d'observer une perte de la biodiversité, notre objectif, c'est de développer des marqueurs à des niveaux, à des échelles beaucoup plus inférieures, donc par exemple à l'échelle moléculaire ou cellulaire, de pouvoir étudier un écosystème et observer un effet qu'on puisse relier à un stress environnemental et être capable de détecter le plus tôt possible pour éventuellement agir ou effectivement au moins comme une alarme. L'idée c'est de détecter quand c'est encore un effet qui puisse être réversible. Donc, et ne pas attendre que ça arrive à un niveau de la population ou des espèces, ou par exemple donc de perte de biodiversité qui là serait un effet beaucoup plus significatif et définitif malheureusement. Donc oui, une des manières de gérer ce changement et ces impacts qu'on a sur l'océan, c'est de commencer par l'étudier et de le détecter le plus tôt possible, essayer de gérer la situation. Trabajo muy interesante e importantísimo. Bueno, yo quería añadir un elemento y es intentar comprender cuando hablamos de cambio global qué es lo que queremos decir. Porque me parece que estamos en una situación estable, que es la ideal, que cambia, no es verdad. La vida es cambio. O sea, la vida, digamos que los propulsores de la vida es precisamente todas las respuestas y mecanismos que permiten hacer frente a fuentes de estrés multiple. Jonan, perdóname, pero se me ocurre, aunque me han dicho científicos, que las extinciones son también motor de vida, porque también provocaron grandes cambios y gracias a ellas estamos aquí. No es muy tranquilizador tampoco eso. No, puedes decir lo contrario. Una de las mayores extinciones viene dada por el éxito de un determinado grupo de organismos, ¿no? Que
que eran las cianobacterias. En tiempos anteriores, ¿qué es lo que hicieron las cianobacterias? Subir los niveles de oxígeno atmosférico. Y el oxígeno, aunque nos parezca lo contrario, es uno de los mayores venenos que hay, porque oxida, quema. Y de hecho lo utilizamos para quemar, para sanar las heridas en agua oxigenada. Es decir, ¿qué es lo que pasó entonces? Que todos aquellos organismos que no estaban capacitados para hacer frente al oxígeno, o sucumbieron, extinción masiva, o se quedaron en escenarios reducidos, como fuentes termales, lugares sulfurosos, lugares anóxicos y demás. Y el mundo se llenó de respiradores que tenían catabasa y podían defenderse del oxígeno. Eso, es decir, todo tiene... Pero el hecho de que haya vida y el hecho de que haya evolución y haya diversidad es el resultado de que hay muchas fuerzas, que es lo que llamamos estrés ambiental, actuando desde distintas maneras, modelando, provocando respuestas y demás. Cuando tenemos la disyuntiva de dónde hay más vida en el océano o en la Tierra, yo tengo una respuesta infalible, que es en la intersección. Donde tenemos más vida es donde se junta la vida y la Tierra, es decir, en la costa, que por suerte, por desgracia, es donde vivimos la mayoría de los humanos también. Por lo tanto, eso hace que seamos mucho más impactantes en cuanto al éxito de la vida. Pero ¿qué es lo que tiene la costa? La costa tiene un ambiente en el que tenemos múltiples fuentes de estrés y además alternancias y ciclos. Es el cóctel perfecto para generar biodiversidad y vida. A veces pensamos, es muy diverso cuando tenemos una fuente hidrotermal submarina a 3 kilómetros, porque los organismos que hay allí son muy especiales, muy especializados. Efectivamente, hay una única fuente de estrés que domina y que hace que sean los organismos que estén allí capaces de vivir ahí. Pero si lo sacas, se acabó. ¿Qué estamos haciendo a nivel planetario? Eliminando el poder de muchas fuentes múltiples de estrés por unas pocas que hacemos dominantes. Y entonces lo que estamos haciendo es acortar las opciones a la vida de tener que responder a múltiples fuentes de estrés y tener alternancias y ciclos. Y eso es algo que tenemos que revertir, tenemos que aumentar otros tipos de estreses, en el buen sentido. Hacer que la vida se ponga en pil-pil. Y eso es lo que genera vida. El cambio global lo que supone es que tenemos 4 o 5 factores dominantes influenciados por la actividad humana que son los que controlan y todos los demás pierden valor. Entonces vamos a tener especies oportunistas, especies que van a ganar en un determinado momento, especies invasoras que están donde no fueron y donde van no tienen competidores ni tienen patógenos y por lo tanto tienen un éxito que no tendrían en su casa. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Un planeta distinto. ¿Qué pasa con ese planeta distinto? Pues que a lo mejor o cambiamos nosotros o no nos gusta. Y nos pasa como a todos aquellos acompañantes de las cianobacterias hace 2.500 millones de años, cuando desaparecieron o se quedaron en Yellowstone, en 4 sitios más, allí donde tenían anoxia, azufre y podían valerse de mecanismos químicos puros para obtener energía. Es decir, el mundo es cambiante. Hablar de cambio global puede suponer en la percepción de que estamos cambiando algo. No. El mundo está vivo. Y como vivo es cambiante. Y tiene que responder a múltiples fuentes de estrés para poder mantenerse en equilibrio dinámico y seguir vivo. Y si modificamos eso, pues irá modificando. Es como una malla. Se modifica y hacia un lado y hacia otro. Y desde el punto de vista egoísta como humanos es a ver cómo nos acomodamos en esa malla para poder valernos de los recursos, sobrevivir, vivir mejor. Es un poco mi interpretación del problema. No sé si os parece, porque estamos llegando a... No sé si voy a introducir la cuestión antes de que se nos acabe el tiempo y no haya oportunidad. Si tenéis alguna pregunta ya entre el público que queráis hacer. Yo tengo más, pero si queréis intervenir ahora y plantear alguna cuestión, es el momento. Vale. ¿Os gusta cómo está yendo el asunto? Yo veo simplemente una cosa. Aquí estamos un montón de personas. Perdone, no sé si... Igual necesario un micrófono. Sí, un momento, que le den el micrófono. Esta
pero aquí tenían que estar, bueno, hay gente joven, tenía que haber mucha más gente joven, bachilleres que están terminando sus estudios. Yo no sé por qué no hay más. Gracias. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay, o sea, no sé dónde está la falla porque no hay más gente? Porque esto es muy interesante para la gente joven, para los que vienen ahora. No sé cuál es el fallo. Pues aquí tenemos unos cuantos profesores universitarios que... Yo no sé, yo no me meto con nadie. No, pero es que decían que teníais clase hasta las 7, ¿no? Ah, tenéis clase hasta las 7. Vale. Yo creo que les ponen demasiados deberes, que tienen demasiadas obligaciones. Bueno, la culpa de eso probablemente es mía. Esto se ha comunicado, pero hay veces que tienes éxito, hay veces que no tienes éxito. Y a mí no me gusta. No, simplemente ese es el fallo que yo veo. Porque yo también se lo he enviado a personas, y mi amiga Maya ha venido, pero a muchas otras personas. No es muy importante que la gente joven se entere y haga preguntas, ¿verdad? Gracias. No, muchas gracias a usted. La gente joven y la gente mayor, porque como decía Tiffany, aquí hay que ponerse tenemos que ponernos las pilas todos, y yo echo de menos también a mucha gente mayor que está claro, y la prueba es usted misma, que tienen mucho sentido crítico y mucha capacidad todavía. Así que viva la gente joven y la gente mayor. Seguimos entonces. Adelante, no sé cuánto tenemos de tiempo. Sí, tengo una pregunta. Je vais la faire en français. C'est une question plutôt pour Colomban. J'ai vu un documentaire qui était très intéressant qui s'appelait Barcelone ou la mort sur la surpêche sur les côtes du Sénégal et comment ça affecte en fait toutes les populations du Sénégal qui finalement en fait n'ont plus de poissons à pêcher et sont obligés de partir du Sénégal souvent pour partir en France. Voilà, c'était un documentaire là-dessus. Est-ce que au niveau du pacte européen sur les océans, est-ce que ça a été parlé, ça a été abordé ce genre de sur la surpêche? C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté et je ne sais pas s'ils en ont parlé pendant. Je crois que dans le pacte européen, il couvre un peu tout. Et donc, en effet, oui, bien sûr, là, il parle aussi de la pêche. Je crois que vraiment le problème de ce document, c'est que c'est un peu. C'est juste des paroles. En fait, il n'y a aucun document juridique. Alors, il y a un autre document européen, parce que j'en ai parlé un petit peu à. Moi, je ne fais pas de plaidoyer de ça, mais à la Fondation Tara. Ils ont un petit groupe qui s'occupe vraiment de plaidoyer et qui essaie d'avoir des actions fortes sur la politique. Et donc, c'est André Abreu à la Fondation Tara qui fait ça. Et il m'avait dit que, oui, dans le principe, le pacte doit se transformer en acte, mais personne ne sait quand c'est. Il y a des débats politiques très forts entre la droite et la gauche du Parti européen. Je crois que la droite ne veut pas du tout faire de changement de texte. Enfin, je veux dire, ne veut pas rajouter en fait des législations. Donc il y a une grosse résistance en ce moment, donc c'est pas très encourageant. Et puis, d'autre part, par contre, il y a un texte qui est vraiment légal qui s'appelle la restauration de. Comment s'appelle la loi le texte sur la restauration de la nature. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est lié à la légalité. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'en 2030, on aura protégé 30% des territoires naturels. En 2050, 50%, et en 2040, 100%. Donc, après, personne ne sait ce que veut dire restauration vraiment. Mais bon, en tout cas, c'est lié à des textes juridiques. Il y a des vraies contraintes. On peut aller au tribunal, on peut accuser, on peut commencer à travailler avec ce texte. Ça, c'est quelque chose de plus valable. Ce que m'a dit aussi les gens de Tara, c'est qu'en fait, eux, ils travaillent beaucoup avec les ministères. Là, en France, ils vont au ministère, ils travaillent au Chili. Et il m'a dit qu'il me disait en fait que le problème, c'est qu'il y a très peu de mesures de l'océan qui sont compréhensibles par les gens des ministères, ils ne comprennent rien. Donc ils n'ont pas du tout, souvent ils n'ont pas les outils que nous, déjà les scientifiques, on est en train. Donc
même on fait de la science, moi je fais de la science très fondamentale, mais donc, faire après des index de Ocean Health, il y a plein de façons de le faire. Et donc souvent ils n'y comprennent rien. Et en fait, il y a quand même une grosse déconnexion entre les gens dans les ministères qui pourraient faire du boulot, qui pourraient faire du vrai travail, en fait, et puis qui sont quand même très déconnectés de ce que les scientifiques font. Et donc il y a peut-être, je crois qu'il y a du travail à faire justement beaucoup plus pratique, en fait, au niveau des gens qui font la loi, en fait, pays par pays aussi. Peut-être pas au niveau européen, mais vraiment dans chaque pays. Donc en fait, voilà. Et la Fondation Tara fait du très bon travail là-dessus. Je vais me permettre de répondre en tant que diplomate sur les questions de droit de la mer. En fait, il y a quand même une grosse problématique, c'est qu'une grande partie des océans n'appartient à personne. Et donc n'appartient à personne, mais appartient à tout le monde. Et c'est effectivement la loi de la jungle. C'est pas un diplomate tout seul dans son coin qui peut régler ce problème. Il faut que tout le monde se mette d'accord pour qu'il y ait des règles dans un endroit où pour le moment c'est la jungle, certains en profitent, d'autres ne sont pas d'accord. Mais c'est ça le vrai sujet. Il n'y a pas un consensus pour dire c'est comme Internet. Quand on décide qu'on veut interdire le darknet ou les sites pornographiques pour les enfants, il n'y a pas un consensus mondial pour le faire. Chacun peut prendre des mesures dans son coin, mais on ne règle pas le problème d'Internet tout seul dans un pays. Et c'est la même chose pour l'océan. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour que la zone qui relève pas de la souveraineté nationale relève d'un certain nombre de règles et qu'on réglemente la pêche, l'exploitation sous-marine, etc. Ça n'est pas facile et c'est pas un diplomate tout seul, mais d'un seul pays qui peut y arriver. Donc ça, c'est un vrai défi et ça, la surpêche fait partie de cette problématique-là. Parce que la plupart des gros bateaux usines, chinois ou autres, ils ne se mettent pas dans les eaux territoriales, ils se mettent là où aucun pays ne peut leur reprocher quoi que ce soit parce que c'est hors de la souveraineté de qui que ce soit. Et ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Donc c'est un problème de régulation et de globalisation, en fait. Bah, mais je crois qu'il y a quand même deux océans. Enfin, il y a une grande différence dans l'océan, il y a la côte. La côte est très différente du large, en fait. Donc c'est quand même... Ce qu'on a beaucoup étudié avec Tara jusqu'à maintenant, c'est l'océan au large. Et ça fait c'est très très homogène à l'échelle planétaire. Les côtes sont quand même très, très particulières et il y a énormément de travail à faire sur les côtes parce que c'est là aussi qu'il y a toutes les pollutions. Il y a des impacts anthropogéniques directs sur les organismes marins, puis tous les organismes benthiques en fait, qui sont très riches. Donc je pense que le BDNJ, là, c'est vraiment sur le hauturier. Non, ça c'est sûr que ça se réglera au niveau des Nations Unies. Si ça se règle. Et après, dans sa zone exclusive, chaque économie exclusive, chaque pays peut décider de vendre les droits pour avoir une pêche à des sociétés de pêche privées. Et ça, c'est pareil, c'est compliqué de réguler. Voilà, enfin, c'est un problème quand même complexe sur le pêche. Tenemos 5 minutos para acabar. 5 minutos. Vale, pues si os parece entonces, ya que estamos abordando el tema de las estrategias, posibles estrategias, ¿no?, frente a los desafíos que enfrentamos respecto a los cambios, a adaptarnos a los que ya son irreversibles, tratar de mitigar aquellos que están en camino, ¿no?, y descubrirlos a tiempo, y tratar de que de alguna manera ese cambio de la vida, que es inevitable, que no controlamos, no sea lo más beneficioso posible, egoístamente, y no solo por los seres humanos, sino por todas las criaturas que nos acompañan y que tienen tanto derecho como nosotros, si es que tenemos alguna, ¿no?, a sobrevivir y no a perecer por nuestra culpa, por nuestra irresponsabilidad, por esa monotonería que tú describías antes en el buffet, ¿no, Joana? Entonces, parece que la estrategia, para mí, que os escucho casi a diario a los científicos en el programa de radio, y que parece que en los últimos 20 años se os ha pedido pruebas,
No, es que no hay pruebas, es que sois unos alarmistas, es que esto no es cierto, incluso, no es verdad. No es verdad que todavía hay gente, es una minoría, es verdad. Es cierto que es una minoría, pero todavía hay gente que niega todo lo que vosotros decís. Entonces, yo creo que ya hay pruebas, que eso es indiscutible, que nadie discute, desde luego la comunidad científica, creo que hay 4 charados que son divergentes, pero estáis todos de acuerdo en que hay un cambio antropogénico que está alterando la vida en el planeta y que los seres humanos vamos a ser quizá los principales sufridores si no cambiamos, ¿no? O vamos a estar entre los principales sufridores. Pero que hay una oportunidad de cambio y de adaptación. Vale, ¿cómo la ponemos en marcha? Hablabais, tú, Colombán, hablabas de dirigirnos, por ejemplo, en la mar, a aquellas personas que trabajan directamente en la mar, ¿no? Y que tienen una acción directa. Esa puede ser un buen mecanismo, ¿no? Hablábamos de la pesca. Lo que pasa es que uno tiene la impresión de que siempre que se adopta una ley hay quien hace trampa. Y hay una trampa añadida que hay que corregir y se tardan 10 años y la política pesquera comunitaria y las herramientas jurídicas. ¿Serían importantes eso de que un ciudadano pueda demandar a un gobierno porque no hace lo suficiente? No sé, os voy a pedir que os mojéis en una cuestión inabordable, pero lo siento, es lo que hay. Entonces empezamos por Tiffany, luego Colombán y luego Yana, ¿vale? Donc surtout, oui, la question, ça vient surtout pour les types de stratégies ou quelle stratégie suivre à l'avenir. Qu'est-ce que je répondre? C'est très compliqué parce que justement avec l'exemple avant de la surpêche, sans aller au niveau global, on peut regarder le code publication, à quel point c'est compliqué juste de mettre en place des lois, des règlements pour la pêche par exemple. Même entre seulement 2-3 pays. C'est très compliqué de pouvoir gérer ça à un niveau global. Les humains sont très compliqués, on est bien trop compliqués et bien trop difficiles pour s'entendre ensemble. Bon, la seule chose qu'on a en commun, là, c'est l'esprit de survie. Il faut bien qu'on fasse quelque chose parce que malheureusement, il y a encore des gens qui nient les effets des changements climatiques et cette urgence qu'il y a. Donc c'est encore très difficile, rien qu'avant de même pouvoir mettre les choses en place, c'est encore très difficile de prouver ou de communiquer au reste de la société. Comme on a dit, vous voyez, là, on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de personnes, des nouvelles générations qui viennent ici nous poser des questions et qui soient intéressées. Rien que ça montre que si c'est déjà difficile de démontrer aux jeunes qu'il faut qu'ils viennent poser des questions, que ça devrait les intéresser, c'est encore plus difficile ensuite de s'espérer qu'au niveau européen ou global, on puisse développer des stratégies. Après, donc, comme Colomba a expliqué, le pacte pour l'océan, même si actuellement on n'est qu'un document non légal, l'idée c'est d'ensuite évoluer sur des règlements, des stratégies bien particulières. Je pense que c'est déjà très... Alors peut-être que c'est ma naïveté de mon peu d'expérience, c'est déjà énorme de voir qu'il y a au niveau européen la préparation d'un document, même si pas encore légal, qui se concentre sur la santé de l'océan. Donc c'est déjà un premier pas. Bon, pour moi c'est un projet. Est-ce que, comme on a dit, est-ce que ça va aller plus loin que ça? Est-ce que ça va juste générer plus de problèmes au niveau des stratégies qu'ils proposent? Ça risque d'être très compliqué et ça risque de demander beaucoup de temps, malheureusement. Là, pour moi, c'est un monde à part, c'est un monde inconnu pour l'instant et bon, j'ai une certaine curiosité de voir ce qu'on va pouvoir faire, mais par contre, je n'ai pas du tout de solution pour l'instant. Moi, ça fait depuis le Covid, en fait. Je suis pas un activiste de la science, mais j'ai quand même réorienté. Après, bon, pour faire des découvertes, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut être très jeune. On est scientifique jusqu'à 40 ans, je crois. Et donc, donc là, je crois beaucoup que en fait, le problème, c'est que le
La vie, le vivant, c'est... Científico, activista y padre de 3 hijos. C'est très compliqué. C'est ça le problème, c'est très complexe en fait. Et je crois que les hommes, ils n'aiment pas ce qui est compliqué. Je crois, et ça, c'est très compliqué de faire passer ce concept du vivant à la société. Mesurer une température, c'est facile, il y a un thermomètre, c'est simple, et on peut faire des trucs très simples. Là, on est vraiment dans une complexité qu'on comprend très mal encore. Donc c'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans l'univers. C'est le microbio, mais il n'y a pas plus compliqué que ça dans tout l'univers. En ce moment, moi, je suis en train de travailler sur une réaction PCR. Vous voyez, c'est comme on l'a fait pour le Covid. On a découvert des primers pour faire une PCR qui amplifie tout l'arbre du vivant. Donc c'est extraordinaire. Avec une PCR, on amplifie des gènes qui marquent les bactéries, les eucaryotes, et même ça va de la bactérie à la baleine bleue. Donc une seule réaction, on a l'arbre de la vie. Donc je suis en train de me battre très fort pour faire un biodivmètre, comme un thermomètre. Donc ce sera un instrument simple. Je vais après essayer de chercher des milliards en Suisse, faut que je retourne en Suisse, pour aller faire la poche de quelques milliardaires. J'aimerais bien qu'il y ait au moins une mesure de la biodiversité qui soit faite un peu partout, qu'on ait le nez en fait dans l'arbre du vivant. Et je crois beaucoup en fait c'est les données qui vont nous ouvrir les yeux en fait. Si on arrive à faire ces données et à les simplifier, on va y être. Ça va nous mener. Dans Tara, on n'a demandé à personne. La première expédition qu'on retourne est partie sans argent. On a juste produit des données. Aujourd'hui, sur le jeu de données Tara Océan qu'on a produit, il y a 5000 articles scientifiques. Parce qu'on les a fait de manière homogène à l'échelle planétaire. On commençait un peu la biologie planétaire. Je crois qu'il faut y aller. Il faut, avec les gens de bonne volonté, pas trop attendre que les gens qui font que de la politique, qui sont souvent des amoureux du pouvoir et de l'argent, je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller avec tous les gens de bonne volonté. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont extraordinaires quand même. Vraiment. Dans les laboratoires, vraiment, les jeunes, ils sont hallucinants. Ils ne vont même plus au meeting en avion. Là, je suis venu en avion ici, je me fais assassiner par les jeunes d'horoscope. Et en fait, il y a quand même toute une nouvelle génération là où il y a des gens super bien, très bien. Ce que j'ai fait aussi donc, récemment, c'est que j'ai réussi à convaincre la marine française, la Navy, les militaires, d'engager des jeunes étudiants de Sorbonne Université comme officiers biodiversité. Donc on a créé le job d'officier biodiversité. On en a 10 par année. Et ils vont sur tous les bateaux français, parce qu'on a été colonial en France, enfin pas moi, mais eux. Et donc on a encore des zones économiques mondiales. Donc là on envoie des jeunes étudiants de Sorbonne avec des microscopes. Donc on remplace un peu les canons par des microscopes. Et ils vont 1 an mesurer le microbiome sur les bateaux de la marine. Et tous ces jeunes, c'est presque des filles déjà. Les étudiants cette année, ils étaient tous végétariens. Donc, en fait, il y a vraiment un changement. Il y a quand même un changement. Et je pense que les changements humains peuvent aller très vite. Donc, voilà, il y a un monde pétri de vie avec des jeunes qui sont prêts à changer beaucoup de choses. Et donc, il faut juste essayer de passer les meilleurs instruments. Mais je suis pour l'action. Et pas trop attendre les débats. J'en dirai pas plus. Je reste poli. Bueno, yo lo que decías al principio, que cada vez tenemos más pruebas y que ya no son solo lucubraciones, añadiría algo más. Tenemos muchas pruebas, eso está claro. Tenemos muchísimas más evidencias que no pueden ser utilizadas como pruebas porque son refutables, pero los científicos estamos todo el día percibiendo el cambio. Si las pruebas son 10, las evidencias son 1000. Pasa que no están en condiciones de ser utilizadas como pruebas irrefutables, verídicas, objetivables. Pero es algo que estamos experimentando todos los días. Al margen de eso, ¿cómo enfrentar al futuro para dar respuesta a esto? Para mí es básica la educación y la concienciación. Y cuando hablo de educación, voy a ser un poco valiente, digo, la educación más importante es la de los niños. Quizás no es inmediato a largo plazo, pero si nos fijamos en fenómenos como, por ejemplo,
la lucha contra el tabaquismo y dejar de fumar, creo que no conozco ningún adolescente que haya dejado de fumar porque su padre o su abuelo se lo pedía. Pero conozco sí de padres y abuelos que han dejado de fumar porque su hijo o su nieto se lo pedía y se lo exigía. Si conseguimos que la concienciación de los niños y la educación de los niños sirva para hacer un bottom-up en la concienciación, ahí llegas independientemente de estamentos, sean políticos que toman decisiones, sean fuerzas económicas que puedan hacer donaciones, o sea el ciudadano que tiene que cambiar sus hábitos para hacer las cosas más llevaderas. Para mí la principal inversión es educación de niños y concienciación en el buen sentido. Claro, eso exige que tengas que tener medios y preparar a la gente para poder hacer esa educación. Y la segunda parte es conocimiento. Ni se quiere ni se cuida, ni se respeta lo que no se conoce. Entonces, para mí es fundamental hacer un esfuerzo muy importante en conocer todo ese vasto espacio entre demás que es el océano, en toda su magnitud. Y cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a querer, más lo vamos a respetar y más fácil va a ser sentirnos parte de él y que por educación seamos capaces de cambiar hábitos y todo. No es una respuesta para mañana, pero estamos hablando de algo, de un cambio que hemos generado, que se va a proyectar en el tiempo, y pensar en respuestas en corto plazo puede valer desde el ámbito local para determinados problemas puntuales, para el gran impacto de la subida del nivel de agua de mar sobre las zonas inundables, son cosas concretas. Pero como problema global tenemos que ser conscientes de que la bola lanzada necesita ser moderadamente frenada, moderada y demás, y que eso se ajusta a lo que son los tiempos de tener una sociedad más educada y más concienciada, partiendo de los niños. Sí, ¿no? El único micrófono para... Bueno, querías intervenir. No, Ah, es que ya... el tiempo. Sí, sí. Tenía claro, nada, que hemos acabado. Pues muchísimas gracias a los tres. Solamente yo quería añadir una cosita con el permiso de Iván, y es que yo, fijaros, después del COVID soy más optimista de lo que era antes, porque el COVID nos ha demostrado como a nivel planetario fuimos capaces de actuar en cuestión. ¿Os acordáis cuando decían, uy, las vacunas tardan 10 años en desarrollarse? Y en un año tuvimos una vacuna y nos vacunamos la mayor parte de la humanidad. Fijaros de lo que somos capaces cuando nos ponen delante del problema de verdad, ¿no? Lo sentimos como urgente y como propio, a todos los niveles. Entonces, yo soy optimista porque los cambios que nos vienen nos van a dar en la nariz y nos vamos a poner las pilas, y lo que hoy nos parece imposible y nos parece que puede llevar generaciones, quizá se produzca en semanas. Bueno, yo me refería a que sí, estoy de acuerdo se contigo. responde a las cosas concretas, pero hay que pensar que el escenario es de largo. Sí, el trabajo tiene que ser a largo plazo y estoy de acuerdo con la educación y tal, pero el tema del COVID es que nos ha puesto en evidencia, cuando tenemos, hablamos de incapacidad de tomar medidas, que va, somos bien capaces, ¿no? Toca presionar y hacer que seamos. Sí. Peut-être qu'il faudrait aussi envoyer tous les gens qui sont à Bruxelles, tu sais, les gens qui sont dans les bureaux là, enfin qui se voient dans les états santé, en mer, sur un bateau, faire le tour du monde. Sí, está claro. Bueno, muchísimas gracias. Me parece otra cosa importante y maravillosa, me parece, es que Europa está hoy, también por amenazas externas, más unida que nunca, y nos sentimos más europeos que nunca, y además queremos que Europa sea una herramienta de progreso a nivel planetario, de valores, de trabajo en común en el mejor de los sentidos, y este pequeño ejemplo que nos ha ofrecido el Instituto Francés y la UPV me parece que es positivo, y dentro de este pequeño ecosistema en el que vivimos aquí me parece muy provechoso y quiero agradecerlo, que seamos capaces de trabajar en los lados de esa frontera que es completamente ficticia, ¿no?
Entonces, nada, muchas gracias a los organizadores, ha sido de verdad un honor y un privilegio, y a vosotros también.